Hello à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour une vidéo d'un format un petit peu spécial, puisque déjà on me voit, hein, c'est pas, voilà, c'est pas juste où je défile des slides. Et puis le thème sera un petit peu différent, puisqu'au lieu de parler un petit peu des points de marché, de l'actualité économique, géopolitique, sanitaire et boursière, cette vidéo sera plutôt orientée mindset et je me suis pas mal intéressé à une thématique qui intéresse un grand nombre d'entre nous, d'entre vous, qui est ce rapport qu'ont les Français, alors surtout en cette période de campagne présidentielle, les rapports qu'ont les Français vis-à-vis de leurs élites. Donc évidemment, moi j'ai un peu remarqué, hein, ça fait quelque temps que j'observe ça, on a une défiance et une haine croissante entre une grosse partie de la population vis-à-vis de leurs élites. J'ai essayé un petit peu de comprendre un petit peu d'où vient ce rapport assez conflictuel finalement entre une partie de la population vis-à-vis de ses dirigeants. Alors, j'ai quand même essayé, hein, de faire quelque chose qui soit le plus synthétique, le plus analysant possible. Alors, cette haine finalement qu'ont une partie de la population vis-à-vis de leurs élites, elle ne remonte pas à hier, hein. Là, j'ai pris quelques exemples en fait d'articles de journaux qui remontent, et notamment il y a cet article du Point qui, vous voyez, ça nous rajeunit pas, qui nous ramène 10 ans en arrière, au moment de la campagne présidentielle de 2012. Et dans cet article, hein, de Le Point, on montre un petit peu comment les candidats et comment le peuple a un ressentiment vis-à-vis de ce qu'on appelle les riches ou les élites. Enfin, on peut utiliser toutes sortes de qualificatifs, et on voit un petit peu les candidats et on reconnaît certains d'entre eux, par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui déjà se présentait comme le candidat à la pointe de la révolution anti-riche, anti-élite. Et du coup, voilà, donc cette haine, en fait, cette défiance, elle ne date pas d'hier, et on va essayer un petit peu de comprendre dans cette vidéo pourquoi ce tel ressentiment. Et on verra que les torts sont, comme toujours, hein, partagés, hein. On n'a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Voilà, écoutez, on va avancer. On va d'abord essayer de balayer certains, certains préjugés que l'on ressasse un petit peu trop souvent et qui, pour moi, ne sont pas forcément fondés. Alors, tout d'abord, je commence, hein, par quelques disclaimers, parce qu'évidemment, quand on parle de rapport entre la population et les élites, forcément, on peut vite tomber dans des discours un petit peu qui peuvent devenir borderline, limite haineux. Donc, du coup, disclaimer, dans ce type de vidéo, je susceptible de déclencher les passions, je m'interdis de porter toute attaque personnelle sur quelque personnalité que ce soit. Alors, je vais citer des noms de personnes, mais ça ne sera pas pour critiquer, pour attaquer ces personnes, mais plus pour critiquer un système. Alors je vous invite évidemment dans les commentaires à vous abstenir de toute remarque désobligeante et dégradante envers quelque personne que ce soit. Même si je cite des personnes, hein, afin d'illustrer mon propos, je m'interdis bien évidemment de les salir et de les invectiver. Mes critiques s'adresseront davantage, hein, au système que en ces personnes. Et enfin, surtout en cette période de campagne électorale de la présidentielle, je m'interdis bien évidemment toute prise de position en faveur de quelque candidat que ce soit. Et le candidat qui sera élu président ou présidente de la République, ça sera mon président, comme le président de tous les Français, parce que la décision du peuple est souveraine et sacrée. Voilà, il ne s'agit pas d'appeler à un troisième tour, etc. Voilà, il y a des institutions, et dans cette vidéo, voilà, je ne suis pas là pour critiquer les institutions. Alors d'abord, une première partie, l'objectif, c'est disons, de mettre le haut là sur des idées, sur certaines idées reçues qui partent du principe que les Français sont contre la méritocratie. Ça, on l'entend souvent, notamment de la part de nos élites, comme quoi les Français sont pour l'égalitarisme à tout prix. Ça, c'est pas tout à fait vrai, et je vais vous le montrer au travers de certains exemples qui sont quand même, enfin, qui sont liés aussi à mon vécu,
que j'ai pu observer et qui vont à l'encontre de certains préjugés. Alors, premièrement, nous sommes très fiers de notre système des grandes écoles. Sciences Po, HEC, l'ENA, Polytechnique, l'école normale. Les Français sont fiers de ce système et ce système est même adoubé par une grande partie de la population. D'ailleurs, j'en ai moi-même fait j'ai moi-même testé ce système puisque j'ai été, il y a de cela maintenant de nombreuses années, quand j'étais rentré au lycée Louis-le-Grand en vue de tenter d'intégrer ces grandes écoles, beaucoup de gens, les gens autour de moi, dont certains étaient de la classe moyenne, ça pouvait être des professeurs, des agriculteurs, des ouvriers, ils étaient fiers, ils étaient très très heureux que j'ai pu rentrer, parce que bon, moi je ne suis pas forcément issu d'un milieu riche, que j'ai pu intégrer finalement une prépa au lycée Louis-le-Grand pour tenter ma chance dans ces grandes écoles. Et mon entourage, dont l'écrasante majorité vient et de la classe moyenne, était très très heureux, il y avait même une certaine fierté. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas du tout, contrairement à ce que l'on croit, une défiance des Français vis-à-vis de la méritocratie. Parce que, évidemment, un petit peu d'histoire, par exemple, le lycée Louis-le-Grand existe avant même la Révolution française. On peut citer notamment Robespierre ou Camille Desmoulins, qui sont des héros de la Révolution, quelque part, des anti-héros, étaient déjà issus de ces prestigieux lycées du temps de la monarchie. Donc on voit bien que les Français, malgré quand même des tumultes, des remous, même une révolution, la révolution de 1789, les Français n'ont pas remis en question ce système de méritocratie qui existait déjà depuis des siècles. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, là encore, toujours issu de mon vécu, quand j'ai passé les concours et que je n'ai pas réussi, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas réussi à intégrer une de ces écoles prestigieuses, Sciences Po, Polytechnique, l'école normale, HEC, j'ai pas réussi les concours de ces écoles prestigieuses, personne autour de moi, dans mon entourage, n'a dit « Oh là là, c'est truqué, les dés sont pipés, etc. » Non, non, non. Les premières remarques qu'a eu mon entourage vis-à-vis de moi et les questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce que j'ai foiré? Pourquoi je n'ai pas réussi ces concours? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer et réussir ces concours? Donc ça, c'est hyper important. C'est un point très important que je voulais partager avec vous. Non, les Français ne sont pas contre la méritocratie, contre les process de sélection pour accéder, entre guillemets, aux meilleures écoles. Moi-même, je suis passé par là et je n'ai pas senti autour de moi d'aigreur, de haine, de rancœur. Pas du tout. Premier point. Le deuxième point, souvent que l'on nous ressasse, notamment certaines personnes, des politiques ou des grands patrons, les Français sont loin d'être feignants. Ça, c'est souvent, on entend parler, oui, les Français, c'est des réfractaires, des feignants, etc. Alors, pour avoir travaillé à l'étranger, alors notamment au Liban, au Canada, en Suisse, les journées de travail en France, ça je peux vous le dire, sont bien plus longues que ce que j'ai pu connaître avant. Au Liban, par exemple, à 15h, 16h, les journées se terminaient. Au Canada, à 16h, 16h30, la plupart des personnes terminaient leur journée. En Suisse, où j'ai travaillé dans l'industrie des hedge funds, alors à part quelques personnes, mais à 17h, 17h30, vous avez des cadres, même des cadres haut placés, qui faisaient de l'aviron au bord du lac de Zurich. Donc même des gens très très haut placés, à 17h, 17h30, la plupart, l'écrasante majorité des travailleurs suisses quittaient le travail et profitaient finalement de la fin de journée. Pas en France. En France, j'ai quand même travaillé près de 17 ans en France, dans plusieurs entreprises. Quelle que soit l'entreprise où j'ai travaillé, c'est très très rare de voir des gens partir avant 18h, voire même avant 19h ou avant 20h. Les gens sont au boulot, les métros sont bondés, il y a énormément de monde à 19h, 19h30, 20h. Les gens bossent, les journées en France, pour avoir travaillé là encore dans plusieurs pays, les journées en France sont très longues, on sent passer. Alors,
Évidemment, on a peut-être plus de vacances que dans d'autres pays, effectivement. Donc ça, oui, possible, probable même. Mais les journées de travail en France, bah, franchement, je les sens passer. Je les sens beaucoup plus passer que quand j'étais dans d'autres pays. Donc, les Français sont loin, vraiment loin d'être voilà, d'être des feignants, d'être des paresseux. C'est clairement pas vrai. Et là, je parle vraiment, c'est du vécu, c'est du terrain. Autre exemple qui montre que nous ne sommes pas du tout contre la méritocratie, nous sommes très fiers de nos sportifs qui ont atteint le sommet. Hein. Mbappé, Zidane, Griezmann, David Douillet, Teddy Riner, Tony Parker, Yannick Noah, Laure Manoudou, Florent Manoudou, etc. Nos sportifs qui réussissent, qui portent le drapeau tricolore dans différentes compétitions, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, rallye, etc. Les Français, en général, sont très, très fiers de leurs sportifs qui les représentent. Donc là encore, ça montre que les Français ne sont pas contre la méritocratie, parce que pour arriver au niveau d'un Mbappé, d'un Teddy Riner, d'un Tony Parker, bah, il faut se lever tôt le matin. Hein. C'est pas du tout évident d'atteindre leur niveau. Pourtant, toutes ces personnes suscitent une certaine admiration d'une grande partie de la population. Encore autre point. Quatrième point, nous sommes contre la taxation de l'héritage. Si les Français étaient vraiment pour un égalitarisme bête et méchant, bah, la population serait à fond pour taxer de manière presque prohibitive l'héritage. Or, les Français ne sont clairement pas pour une taxation de l'héritage. Chaque Français est fier de travailler, de trimer sa vie pour donner un capital, pour transmettre un patrimoine, un capital à ses enfants. Et enfin, on fait partie des peuples qui jouent le plus aux jeux de hasard, le loto, le PMU, etc. Donc, ce qui montre que les Français ne sont pas contre le fait de gagner de l'argent, puisqu'on a quand même une industrie du jeu qui se porte plutôt bien. Donc, en conclusion, les Français ne sont pas contre la méritocratie et admirent même les personnes qui réussissent comme les sportifs de haut niveau. Pourtant, c'est très marrant, dès que l'on touche à certaines sphères comme les élites politiques, économiques et médiatiques, alors là, la défiance s'installe de manière autrement plus forte. Pourquoi? Alors c'est vrai que ça c'est quand même assez incroyable. C'est que d'un côté, on admire des gens comme Mbappé, Zidane, David Douillet, Teddy Riner, et de l'autre, on exècre quelque part des personnes, par exemple comme Bernard Arnault, qui a fait même l'objet d'une une, je crois que c'était dans Libération, où c'était marqué, je crois, Casse-toi Richon. Quelque part, alors si un média s'est permis de dire ça, c'est quelque part, il y a une volonté populaire de mettre au pilori certaines personnes. Alors pourquoi? C'est quand même marrant, quoi. D'un côté, on encense un Mbappé et de l'autre, on crache sur un Bernard Arnault. Moi, je me suis intéressé. Pourquoi? Et vous allez voir, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors, les Français, je vous ai dit, ils sont pas du tout contre la méritocratie, pas contre le capitalisme non plus. Par contre, ils sont contre ce que l'on appelle le capitalisme de connivence. Alors qu'est-ce que le capitalisme de connivence? Alors, j'ai pris une définition. Donc, le capitalisme de connivence, c'est un terme décrivant une économie capitaliste où le succès en affaires dépend de relations étroites avec les représentants du gouvernement. Il peut créer une forme de favoritisme dans l'attribution de permis légaux, de subventions gouvernementales, de réduction d'impôts ou d'autres formes d'interventionnisme. Il apparaîtrait lorsque le copinage ainsi que d'autres comportements égoïstes semblables percolent vers la politique et le gouvernement. Il peut également s'exprimer sous forme de népotisme ou à des stades plus avancés, toucher l'économie des services publics. Et là, on le voit, il y a des soupçons. Alors là encore, je ne vais pas m'avancer. Lorsque certains parlent de McKinsey Gate ou de Rothschild Gate, on voit cette espèce de défiance qui s'installe entre finalement une partie de l'opinion publique et cette élite, parce que le point commun, par exemple, entre les politiques, McKinsey ou Rothschild, c'est pas tant le secteur d'activité entre le conseil, la banque, le politique, a priori, c'est trois secteurs différents, mais c'est le fait qu'une partie de la population met toutes ces personnes dans le même pot. Et là, en fait,
là encore, d'un point de vue de la population, nos élites économiques et politiques évoluent dans un microcosme protégé. On a le pantouflage et les allers-retours permanents entre le public et le privé, et vice-versa, créent des situations de conflit d'intérêts très puissants. On peut citer combien de politiciens qui, après avoir été battus aux élections, se retrouvent catapultés à des hauts postes dans des entreprises privées du CAC 40, alors que vous allez avoir des personnes qui vont passer des années, voire des décennies à enchaîner les très bonnes évaluations, mais qui n'arriveront jamais, ils vont être bloqués par un plafond de verre, alors que des personnes qui gravitent au gouvernement vont être catapultées à des postes finalement inatteignables par 99% de la classe moyenne. Et à l'inverse, combien de dirigeants du CAC 40 qui, après avoir subi des camouflés, cette fois-ci dans les affaires, se recyclent dans différents ministères. Et ça, les gens le voient très très bien, et c'est ce qui crée une certaine animosité entre une partie de la population, une partie croissante de la population, et les élites. Alors là encore, je vais citer plusieurs exemples. Nos élites économiques et politiques sont accusées sans cesse de socialiser les pertes et de privatiser les gains. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une connerie, c'est le payeur d'impôts qui paye, on réussit, on va créer une légende et les gains, on empoche les gains. Alors moi, je peux vous citer un exemple assez que j'ai connu, que j'ai vécu, c'est la crise des subprimes. Alors, durant les années 2004, 2005, 2006, dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai évolué dans ma carrière, les marchés boursiers étaient très bien orientés, les banques se portaient très très bien, et les bonus pleuvaient dans les salles de marché. On avait des bonus, un bonus à 100 000 euros, c'était quelque chose de banal, quoi. Avoir touché un bonus de 100 000, 200 000, 300 000 euros, c'était quelque chose qui n'était clairement pas exceptionnel. On avait eu de très très belles années pour les banques et les salles de marché. À la limite, ce n'est pas forcément choquant, ça. Si les traders faisaient gagner de l'argent à leurs banques et que les banques faisaient gagner beaucoup d'argent à leurs clients, après tout, ce n'est pas forcément choquant que les banques récupèrent des marges et que les traders, quelque part, soient bien récompensés, bien rémunérés avec des gros bonus. Ce n'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est ce qui va arriver après. La crise de 2007-2008 éclate et met les banques dans une situation très délicate. On se souvient de la faillite de Lehman Brothers. Les États, au lieu de laisser faire le libéralisme, parce que le libéralisme, c'est sans arrêt un recyclage, vous avez des entreprises qui montent, qui cartonnent, qui font à un moment des erreurs, qui font faillite, qui laissent la place à d'autres entreprises de revenir, et ainsi de suite. C'est le cycle normal. Ça, c'est le vrai libéralisme. Et en fait, à défaut de laisser les banques, c'est ce qu'il aurait fallu faire, de laisser les banques couler, les nationaliser pour protéger l'épargnant, faire le ménage parmi les cadres dirigeants, les traders, et reprivatiser avec de nouvelles têtes, qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants politiques? Ils ont balancé de l'argent à fond dans les banques, mais ils ont gardé tous les dirigeants, les traders, etc. Vous n'avez pas eu tant de licenciements que ça, et certains qui ont été licenciés se sont recasés ailleurs, sans aucun problème. On a laissé finalement le système, on a balancé de l'argent public avec les impôts des gens pour sauver les banques. Alors sauver les banques, il fallait les sauver, parce que évidemment, si les banques coulent, c'est nos comptes à nous qui sont fermés, qui sont bloqués. Donc, ça n'aurait pas été une bonne idée de les laisser couler, mais il aurait fallu garder finalement la structure, mais faire le ménage parmi les dirigeants, les traders qui ont gagné de l'argent durant les bonnes années. On a laissé ces gens-là au même moment, et lorsque l'économie a redémarré, que les bourses ont redémarré, ces personnes qui ont profité des années 2004, 2005, 2006 pour se faire de l'argent, on les a sauvés durant la crise, elles gardent leur poste et elles se remettent à gagner beaucoup d'argent lorsque la bourse repart. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'asymétrie, c'est-à-dire que quand tout va bien, il y a des bonus qui pleuvent, des rémunérations exorbitantes qui tombent pour certains cas de direction, des traders, etc., etc. Et dès que la conjoncture se retourne, ces personnes dont certaines ont pu faire des bêtises, des erreurs, on les protège. On les protège et on renfloue avec l'argent des impôts, l'argent public. Et c'est ça en fait qui énerve en fait une grosse partie de la population. C'est pas tant la méritocratie, c'est le fait finalement qu'il y a une partie de l'élite qui se retrouve finalement dans des sphères où quoi qu'elle fasse, elle ne risque rien. Pile, elle gagne,
face, le payeur d'impôts perd. Et ça, évidemment, pour beaucoup, c'est insoutenable. Deuxième grief reproché à nos élites, c'est la reproduction des élites. Et là, je vais sortir un exemple qui a marqué les esprits, hein, qui remonte. Hein, c'est l'exemple du scandale de l'EHPAD. Alors, l'EHPAD, ce n'est pas les EHPAD, les établissements de retraite. EHPAD, c'est l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2007. Jean Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, est catapulté, alors qu'il n'a que 22 ans, et qu'il galère dans ses études de droit, pour exercer, donc il est catapulté, pour exercer les plus hautes responsabilités au sein de cet établissement public en charge de gérer le centre d'affaires de la Défense, donc un des plus grands centres d'Europe. Donc cet événement intervient en 2007, en tout début du quinquennat de Sarkozy, et va susciter beaucoup d'émoi au sein de la population. Évidemment, les gens apprennent par, je ne sais pas par quel média, peut-être par le Canard enchaîné, je ne me souviens plus, que Jean Sarkozy est dans les rangs pour diriger l'EHPAD alors qu'il n'a que 22 ans et qu'il est en deuxième année de droit. Il avait triplé son année de droit. Donc, évidemment, un scandale. Et là, ce qui est très marrant, c'est que les proches de Sarkozy, au lieu de dire bon, bah, c'est une erreur et tout, ils essayent de justifier cela par des arguments parfois choquants. L'un d'eux, dont je ne citerai pas le nom, déclare que le génie est héréditaire et qu'à l'image d'un grand musicien comme Mozart, ce n'est pas choquant que les enfants héritent du génie parental. Et ça, évidemment, ça a énormément choqué l'opinion parce que vous avez quelqu'un qui a, alors que je ne connais pas du tout, qui a 22, 23 ans, qui est en deuxième année de droit, qui a redoublé, retriplé, et que l'on catapulte comme ça pour diriger quand même un établissement très, très prestigieux avec un salaire que je n'ose pas citer. Et pendant cela, combien de bac plus 5 diplômés avec mention n'arrivaient même pas à rentrer sur le marché du travail? Alors, au moment justement où il y a eu ce scandale Jean Sarkozy, bah, j'étais à l'époque, j'avais sympathisé avec un chargé d'accueil, un vigile d'une grande banque où je travaillais. Puis bon, voilà, moi j'aime bien discuter un peu avec tout le monde, j'ai aucun a priori, pour moi il n'y a pas de sous-métier. Et en discutant un peu avec ce vigile, j'ai appris au fil de nos échanges qu'il était docteur en physique. Docteur en physique, et faute d'emploi, il n'arrivait pas à trouver un emploi. Et il a pris un poste de vigile, donc vraiment à l'accueil d'une banque. Voilà. Donc ça, c'est quand même, vous voyez un peu au même moment, en 2007. Donc vous avez quelqu'un qui a cartonné ses diplômes, doctorat, mention, il ne trouve pas de travail, il est vigile. Et de l'autre, quelqu'un qui galère dans ses études, qui visiblement échouait à valider ses examens en droit et qui est catapulté comme pour être président de l'EHPAD. Et ça a été un événement qui a précipité, un des événements qui a précipité la chute de Nicolas Sarkozy quelques années plus tard à la présidentielle de 2012. Et là, en fait, là encore, je n'attaque personne. C'est dommage parce que Nicolas Sarkozy, là encore, je suis ni pour ni contre, il a eu à affronter une des plus graves crises de l'après-guerre, hein, la crise de 2007-2008, une des graves crises, et il s'en est plutôt bien sorti. Il a très très bien représenté la France, hein, qui a présidé l'Union européenne pendant sa présidence, et il s'est battu, il a réellement porté les voix de la France, il s'est battu, mais malheureusement, son quinquennat aura été terni par notamment cette affaire de, typiquement, voilà, c'est vraiment du capitalisme de connivence héréditaire en plus. Voilà le deuxième grief que peut avoir la population vis-à-vis de ces élites. Troisième gros grief, et non des moindres, les élites sont accusées de ne pas être égales vis-à-vis des réformes votées par le gouvernement. Alors là, je vais vous citer un exemple, hein, c'est un mail que j'ai envoyé en fait qui date de 2019, hein, novembre 2019, que j'ai envoyé à ma députée, Marie Guévenoux, donc députée de La République En Marche, où je lui explique en fait ma position en fait par rapport à la réforme des retraites qu'avait mis en place le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2019 et qui allait générer un mouvement social, notamment dans les transports, jamais vu depuis les manifestations de 1995. Et donc, du coup, j'avais écrit un mail
donc qui est quand même construit, qui est argumenté, qui est, voilà, c'est pas du tout un mail, enfin, vous pouvez faire une copie, c'est pas un mail avec des menaces, enfin, un mail, voilà, avec des opinions complètement délirantes, où j'explique que, donc déjà, je me présente, j'explique que moi-même, j'ai travaillé dans la finance, dans l'actuariat, et qu'il faut faire une réforme. Donc, j'ai carrément envoyé un mail où, au début du mail, je commence par défendre la réforme du gouvernement. Et oui, malheureusement, les mathématiques on ne peut pas tricher avec les mathématiques. L'espérance de vie augmente. On n'a pas d'autre choix que d'augmenter l'âge de départ à la retraite. On est obligé de travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Ça, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une médaille Fields en mathématiques pour comprendre ça. Donc, j'explique clairement. Par contre, je me suis interrogé sur quelque chose, c'est qu'on n'arrête pas d'un côté de culpabiliser les Français pour faire passer la réforme, qui sont feignants, qui travaillent plus, etc., etc., etc. Mais de l'autre, on ne cite pas le nombre de Français, j'en connais, qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, qui cherchent du travail, qui veulent se rendre utiles et à qui les entreprises disent « Désolé, on ne vous prend pas, vous êtes trop vieux ». Alors, ils n'utilisent pas le mot vieux parce que dans le code pénal, vous ne pouvez pas faire une discrimination sur l'âge. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bah, « Vous êtes trop expérimenté, vous allez vous ennuyer sur ce poste, on garde votre CV pour vous présenter une meilleure opportunité ». Puis évidemment, l'expérience montre qu'en fait, bah, malheureusement, les candidats d'un certain âge, on ne revient jamais vers eux pour leur présenter des opportunités. Et ça, j'ai expliqué ça à ma députée en disant que la réforme, oui, clairement, mathématiquement, on est obligé de faire cette réforme, mais qu'il fallait aussi contraindre les entreprises, les DRH, à recruter aussi des seniors. On ne peut pas d'un côté dire aux gens il faut travailler plus longtemps parce qu'il faut sauver le régime des retraites, et de l'autre, laisser des entreprises faire de la discrimination éhontée sur l'âge en jetant, entre guillemets, en jetant des gens de bonne volonté qui ont 45 ans, 50 ans et plus, qui veulent bosser, qui veulent apporter leur expérience au sein des entreprises, se faire jeter parce qu'ils sont, entre guillemets, trop expérimentés, pour prendre un terme, voilà. Eh ben, je n'ai jamais eu de réponse de sa part. J'étais assez déçu, je ne vous cache pas que j'étais assez déçu parce que je me suis présenté et j'ai fait un mail quand même construit, argumenté, etc. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, donc à la fin, on va avoir des lois pour repousser l'âge de départ à la retraite, mais qui sont contraignantes pour les salariés, mais qui ne sont aucunement contraignantes pour les entreprises. Les entreprises, elles peuvent se permettre de recruter que des jeunes et de licencier des vieux et de ne pas recruter de vieux. Pour elles, on ne dira rien. Et là encore, c'est un exemple justement par exemple, face à une réforme, la réforme des retraites, où on a finalement d'une pierre deux mesures. On a deux poids, deux mesures. On a le peuple qui doit cotiser plus, travailler plus pour garder sa retraite, et de l'autre, finalement, des dirigeants qui se retrouvent avec une armée de réserve, entre guillemets, hein, pour reprendre un terme historique, une armée de réserve qu'ils peuvent, en fonction de leurs envies, dire bah, non, vous, on vous prend, vous, on vous prend pas. Voilà. Donc, aucune contrainte pour les entreprises pour recruter des seniors. Par contre, des contraintes pour les salariés pour travailler de plus en plus longtemps. Et c'est là-dessus, en fait, voilà, je demandais à mes députés s'ils pouvaient, en fait, éventuellement mettre un amendement, en plus de la réforme des retraites, pour sanctionner peut-être un peu plus durement certaines entreprises qui quelque part, ferment la porte aux seniors. Ben, j'ai jamais eu de réponse. Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple voilà, où voilà, il y a des réformes qui sont utiles, mais où finalement, l'effort de guerre, il ne sera pas réparti équitablement, il sera concentré que sur une certaine catégorie de la population. Autre exemple, les élites ne sont pas accusées d'être égales face à l'échec. Donc là, je vous donne le dernier exemple. Hein. Donc Valérie Pécresse qui s'effondre lors du premier tour de la présidentielle, qui obtient moins de 5% des voix et qui ne sera pas remboursée de ses frais de campagne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plaint, elle fait appel aux dons, que la situation est critique, qu'elle est endettée personnellement par rapport à sa campagne, et elle demande des dons. Elle demande à ses électeurs de leur enflouer. Bon.
Et j'entends et on voit même des gens qui la soutiennent, qui disent oui, elle a pris des risques, on ne s'y attendait pas, c'est un coup de tonnerre, elle a pris des risques, c'est normal qu'on lui donne de l'argent pour se renflouer. Bon, moi, ça me choque quelque part. Et combien d'entrepreneurs, de personnes qui hypothèquent leur maison, de petits patrons qui hypothèquent leur maison pour lancer un business, quand ça ne marche pas, se font saisir par les huissiers, se font mettre à la rue. Combien de personnes, voilà, qui se font jeter, qui se font licencier, qui n'arrivent pas à retrouver du travail, à qui il arrive une tuile dans la vie, un divorce, un problème de santé. Ces personnes-là, personne ne va leur donner, va leur faire des dons. Elle a pris un risque, elle s'est présentée, elle a fait moins de 5% des voix. Il faut accepter l'échec. Comme la classe moyenne qui, quand elle subit des coups, elle se prend les coups, les contraintes en pleine dents. Moi, par exemple, au moment où je parle, j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur, qui est en plus d'utilité publique. Hein, j'ai vraiment envie de lancer ce projet qui réellement peut aider un grand nombre de personnes. Mais pour le moment, j'en parle pas. Certaines personnes le connaissent parce qu'elles me connaissent personnellement et je leur en parle. Mais j'en parlerai pas publiquement, par exemple, dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes calculs aujourd'hui, financièrement. J'ai pas les reins financiers suffisamment solides pour rendre public mon projet. Pourquoi? Parce que si je rends public mon projet, cela va m'amener à prendre un risque finalement, à m'investir totalement dans ce projet. Et j'ai fait un calcul, si jamais, alors il y a peut-être 5 à 10% de chances que ça ne marche pas, si jamais aujourd'hui je me lance dans ce projet et que je tombe sur les 10% de chances où ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, je peux me retrouver en situation de faillite personnelle. Et hors de question pour moi d'aller comme ça fleur au fusil dans un tel projet. Je me plante, pas de chance, je me retrouve en faillite personnelle et je demande à vous, à mes abonnés, de me faire des dons. Ah non, voilà, c'est un risque, il faut que je fasse mes calculs et de juger le bon moment pour finalement rendre public un projet qui me tient à cœur et qui, je pense, est réellement d'utilité publique. Mais voilà, pour le moment, je garde le silence, je m'abstiens, je fais mes calculs, je creuse, voilà. Et ça, c'est ce qu'on demande, c'est ce que font des milliers de petits patrons avant de créer leur business, de milliers de salariés avant de se mettre à leur compte, c'est ce qu'ils font. On leur demande d'analyser, de réfléchir. Pourquoi nos élites ne feraient pas la même chose? Pourquoi nos élites ne prennent pas Valérie Pécresse? Elle aurait pu, avant de se lancer dans une campagne présidentielle, faire un petit stress, faire un petit calcul de coin de table sur Excel en disant, voilà, si jamais ça ne marche pas et que je fais moins de 5% des voix, voilà ce que ça va me coûter. Est-ce que j'ai les reins personnels suffisamment solides pour payer ces frais de campagne qui ne me sont pas remboursés parce que j'ai fait moins de 5% des voix? Je ne sais pas. Quelqu'un qui est dans l'élite, qui prétend diriger la France, donc diriger le budget de la France, comment se fait-il qu'elle n'ait pas fait ce calcul pour elle-même? Voilà. Donc, comment se fait-il qu'elle soit amenée à demander l'aumône, quelque part, à ses électeurs pour la renflouer parce qu'elle a subi un échec? Alors après, on peut dire oui, c'est injuste, on ne s'y attendait pas, faire moins de 5% des voix quand on est d'un parti comme les Républicains. Ok, fine. Et combien de petits patrons qui avaient toutes les cartes en main pour réussir, pas de peau, elle glisse sur une banane, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a la guerre en Ukraine qui fait exploser les matières premières, je veux dire, c'est le propre du capitalisme, justement. Il faut savoir anticiper les risques et préparer, se constituer un trésor de guerre pour faire face à un imprévu. Moi, c'est ce que je fais. Moi, le projet qui me tient à cœur, dont je ne vous parle pas pour le moment, je suis en train de me constituer un trésor de guerre pour être capable de le porter, ce projet-là. Je ne vais pas y aller la fleur au fusil, je vous présente le projet, ça marche, tout le mérite m'en revient, ça ne marche pas, messieurs, mesdames, les youtubeurs qui me suivaient, est-ce que vous pouvez me faire des dons parce que, vous comprenez, je n'ai pas eu de chance. Non, non, non. Voilà. Donc ça choque beaucoup de monde. Hein. Moi, j'ai vu les réactions par rapport à Valérie Pécresse. Beaucoup de gens étaient vraiment choqués par cette attitude de quelqu'un qui veut représenter la France et qui en appelle au don ensuite. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et pourtant, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai
aucune animosité vis-à-vis de Valérie Pécresse. Pour être honnête avec vous, je trouve qu'elle a fait une très bonne campagne. Moi, j'ai été très surpris qu'elle fasse moins de 5% des voix. Je trouve qu'elle a fait une très bonne campagne. C'est une très bonne débatteuse. Moi, j'ai suivi le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse, pour moi, elle a dominé Éric Zemmour. Elle était très convaincante, elle était incisive, elle était concise. Moi, je trouve, voilà, c'est une femme de poigne. Vous voyez, j'ai aucune animosité vis-à-vis d'elle. Moi, je trouve que c'est vraiment une femme de. Contrairement à ce que j'entends, c'est facile après le résultat des élections de dire oui, elle n'avait pas de conviction, etc. Ça, c'est super facile de critiquer. Hein. Ça, quand vous vous plantez, et ça, vous avez tout de suite, là, on vous trouve des raisons. Mais moi, je trouve, honnêtement, que Valérie Pécresse, vraiment, moi, je trouve qu'elle a même contribué à faire honneur à la politique. Elle s'est battue. On sentait qu'elle avait des convictions. On sentait que voilà, elle avait un projet à défendre. Elle est sortie première de la primaire à droite. Donc, franchement, voilà, elle méritait clairement sa place de candidate. Hein. Elle s'est battue. Et moi, je lui dis, voilà, chapeau bas, elle s'est battue. Voilà, c'était bien. Bon, voilà, les résultats, voilà, c'est la démocratie. Elle a perdu, elle a fait moins de 5% des voix, c'est peut-être sévère. Mais voilà, c'est comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quoi. Voilà, moi aussi, je peux citer plein de fois où j'aurais dû réussir et je me suis pris des bananes. Bon, bah, j'ai payé avec mes propres sous. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est... je m'attarde un petit peu sur ce point, parce que ça, c'est quelque chose, vraiment, quand je vois autour de moi, les gens ont vraiment cette rengaine voilà, vis-à-vis des élites, où finalement, le français moyen, il se plante, il est mort, il va mettre des années, voire des décennies à se recouvrer. Et puis, bah, on a en haut des élites qui, bon, ma foi, elles se plantent. Bah, c'est pareil, hein, on va les renflouer, soit via des dons, soit via un recasage dans un poste prestigieux, soit via les impôts bah, des contribuables. Et ça crée beaucoup d'animosité vis-à-vis bah, des classes moyennes notamment. Et enfin, dernier point, un peu dernier grief qu'a la classe moyenne notamment vis-à-vis de l'élite, c'est qu'elle ne se sente pas égale vis-à-vis de la justice. Voilà, je vais vous citer des exemples très très simples. Vous avez eu, là encore, je ne vais pas d'animosité, vous avez eu les affaires Fillon-Sarkozy, hein, quand même, ancien président de la République, ancien Premier ministre, qui ont été condamnés par la justice à des peines quelque part, à des amendes et même des peines d'emprisonnement. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Je dis juste, voilà, il y a eu des condamnations qui sont tombées. Bon, évidemment, elles vont faire appel, mais il y a eu des condamnations qui sont tombées. Donc, qui dit condamnation dit casier judiciaire. Et ces personnes retrouvent facilement un boulot, quelque part, un poste dans des entreprises à de très très haut niveau. Bah, imaginez quelqu'un de la classe moyenne qui se prend une condamnation de la justice avec un casier judiciaire, bah, vous pouvez être sûr que vous n'avez quasiment aucune chance de retrouver un travail. Moi, j'ai fait plusieurs entreprises, j'ai bossé dans pas mal d'entreprises. La première chose que l'on me demande au moment de signer mon contrat de travail, c'est un extrait de casier judiciaire. Si jamais vous avez un extrait de casier judiciaire qui n'est pas vierge, surtout s'il y a de la prison dessus, bah, votre probabilité de trouver un travail, elle est quasiment nulle. Donc là encore, on a une classe dirigeante qui peut se permettre d'avoir des condamnations par la justice. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est mérité, si c'est pas mérité. Hein. Là encore, moi je trouve que Nicolas Sarkozy et François Fillon ont fait ont constitué un bon tandem entre 2007 et 2012. Ils ont affronté des crises. Je trouve qu'ils n'ont pas si mal géré la crise que ça. Nicolas Sarkozy a un certain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un charisme. Là encore, vous voyez, j'attaque pas du tout les personnes. C'est le système. Voilà, on a deux personnes qui ont été mises en cause par la justice avec des condamnations, mais qui n'ont aucun problème à se recaser, à retrouver des postes, etc. Et de l'autre, si le moindre d'entre nous, de la classe moyenne, on devait avoir affaire à la justice, ah bah, pour retrouver un boulot derrière, faut se lever de bonne heure, quoi. Enfin,
je ne sais pas, hein, si dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, mais si certains d'entre vous qui ont eu une condamnation par la justice à 6 mois, 1 an de prison, même avec sursis, arrivent à trouver facilement du travail, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que pour retrouver du boulot quand vous avez affaire à la justice, que vous êtes classe moyenne, bon courage. Hein. Bon, moi, j'ai jamais eu affaire à la justice, donc je ne peux pas vous le dire. Mais voilà. Donc tout ça, vous voyez, donc là, je termine sur cette partie. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même, voyez un petit peu pourquoi la classe moyenne, une grosse partie de la population, a cette haine vis-à-vis de ces élites politiques et économiques. Vous voyez, c'est le capitalisme de connivence, c'est on socialise les pertes et on privatise les gains, c'est le piston parce qu'on est le fils de tel ou tel, on a accès à des gros postes, c'est certains ont une amende, ne peuvent plus retrouver du boulot, d'autres peuvent avoir une peine de prison et ils sont recasés. C'est on se plante, quand on est dans l'élite, on se plante, on est recasé ou on a des dons, etc., on est renfloué. Quand on est classe moyenne, on se plante, on a les huissiers qui débarquent chez soi, qui vous saisissent tout ce qu'il y a à saisir. Bref, c'est tout ça en fait qui fait qu'il y a une certaine animosité, donc parfois justifiée, hein, entre une partie de la population et l'élite. Alors moi, j'ai essayé un petit peu de me pencher là-dessus. C'est mes idées, parce que là c'est quand même dangereux, parce que le problème en France, c'est quand on regarde l'histoire de France, c'est qu'on ne sait pas faire des réformes en douce. On ne sait pas faire évoluer un système de manière douce et souple. On va avoir un système qui va résister, et quand ça craque, c'est 1789. C'est la révolution, c'est les guillotines. Et ça fait très, très peur. Hein. Enfin, moi, honnêtement, ma plus grosse crainte aujourd'hui, c'est pas que je ne sais pas quel candidat sortira des urnes aux présidentielles et quelle majorité sortira des urnes aux législatives. Moi, ma grosse crainte, c'est pas ça. C'est pas qu'il y ait Le Pen, Macron qui passe, etc. C'est qu'il y ait une explosion sociale et qu'une partie de la classe moyenne, une partie de la population désabusée finisse par vouloir régler ses comptes dans la rue. Et moi, en fait, j'ai cherché un peu des idées pour éviter ce risque. Pour éviter ce risque, je vais vous les présenter. Alors, à mon humble niveau, hein, je ne prétends pas changer le monde. Alors, pour moi, la balle, elle est dans les deux camps. Chaque camp doit faire un effort. Alors, les élites, clairement, quels qu'ils soient, hein, que l'on soit de droite, de gauche, de centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, les élites doivent avoir un comportement exemplaire. À l'image de ce que font les dirigeants des pays d'Europe du Nord, ben, nos dirigeants doivent accepter de vivre avec le peuple pour ne pas se retrouver hors sol. En Finlande, par exemple, moi j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur la CISP, les ministres prennent les transports comme le reste de la population. Alors, on peut croiser les ministres prennent les transports, ils prennent le métro comme le reste de la population. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 voitures banalisées lorsque le ministre se déplace d'un point A à un point B. Pareil, la politique ne doit pas être un endroit où l'on fait carrière pour gagner de l'argent. Pour moi, on doit entrer en politique par conviction et pas par appât du gain. Et moi, en fait, l'idéal, c'est d'abord, on réussit dans la vie de tous les jours, on met de l'argent de côté et ensuite, on se lance en politique en ayant les reins financiers suffisamment solides, suffisamment costauds. Et pas l'inverse, c'est pas je pars sans rien, je suis porté par 2-3 pistons, j'arrive à un haut niveau politique et après je fais ce que je veux parce que de toute façon, pile, je gagne, face, c'est le payeur d'impôts qui paye. Ça marche pas. Ça marche pas. Autre point, les mécanismes de sanctions qui s'appliquent à la France d'en bas doivent aussi s'appliquer à la France d'en haut. On ne peut pas d'un côté demander aux employés et aux cadres de montrer un casier judiciaire vierge pour valider un CDI et laisser des personnalités politiques ayant eu des condamnations, et là encore, je ne suis pas là pour juger les faits, à continuer à occuper les hautes fonctions, des plus hautes fonctions et continuer à être grassement payés. Enfin, vous voyez bien, il y a deux poids, deux mesures. Soit on considère que c'est pas grave, hein, être condamné par la justice, après tout, on s'en fiche. Et dans ce cas-là, on ne demande même pas le casier judiciaire des gens, des candidats qui postulent pour un CDI. Et puis les politiques, s'ils sont condamnés, peuvent avoir des gros postes. Hein. Soit, OK, il faut avoir un casier judiciaire irréprochable et tout, mais ça doit s'appliquer à la France d'en bas, mais également à la France d'en haut.
Donc voilà un petit peu. Alors là, c'est plus un message qui s'adresse un peu aux élites. Il faut adopter un comportement exemplaire. Voilà, il faut réellement être. On ne peut pas demander des efforts à ses concitoyens et ne pas se les appliquer soi-même. Voilà, ça c'est le b.a.-ba, mais en France, on a un vrai problème avec ça. Alors, il n'y a pas qu'en France, hein, bien sûr, mais il y a un certain nombre de pays où on a clairement une loi pour l'élite et des lois pour le petit peuple. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça sur le long terme. C'est pour ça que moi, je suis un peu inquiet. Il faut que l'élite s'auto-réforme. Mais toute la responsabilité ne repose pas sur les élites. C'est un peu facile toujours de critiquer, c'est pas de ma faute, c'est la faute des dirigeants. Un autre point, les Français, et notamment les classes moyennes, doivent se décomplexifier par rapport à l'argent. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'au niveau alors autant au niveau des élites, on apprend, hein, les grands patrons apprennent à leurs enfants comment gérer l'argent, comment travailler l'argent, comment comprendre comment l'argent fonctionne. Par contre, au niveau de la classe moyenne, et là c'est plus la faute des gens de la classe moyenne, il y a un peu ce dégoût par rapport à l'argent. L'argent c'est mal, il y a un peu ce côté très négatif vis-à-vis de l'argent. Et là c'est quelque part, c'est de notre faute, hein, c'est notre faute, c'est une faute culturelle quelque part, globale. Gagner de l'argent n'a jamais constitué un délit. Si vous créez un service, vous apportez un service, il n'y a aucune honte à ce que ce service, vous avez rendu service à un grand nombre, que vous gagnez de l'argent grâce à cela. Il n'y a aucun problème. Vous avez créé une stratégie, vous avez créé un mécanisme, une entreprise qui rend service, qui change la vie d'un grand nombre de personnes. Ben, si ça marche et que vous gagnez de l'argent, où est le problème? Deuxième point, ne comptez pas sur l'État sans arrêt pour vous aider dans la vie de tous les jours. Hein, les dirigeants politiques, et ça c'est humain, ils servent d'abord leurs intérêts propres et ceux de leurs proches avant de servir l'intérêt de la population. C'est tristement humain. Alors, certains dirigeants politiques le font, sont très, voilà, ils ont un idéal et ils croient en cet idéal et ils vont vraiment servir l'intérêt du grand nombre. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants pensent d'abord, excusez-moi, entre guillemets, à leur pomme. Donc, vous, de votre côté, au lieu d'attendre le Messie, l'arrivée du Messie, prenez en main votre carrière, vos finances personnelles, votre vie. Troisième point, si le CAC 40 monte, faisant gagner de l'argent aux grands actionnaires et aux grands patrons, rien ne vous interdit d'investir en bourse sur les matières premières, dans l'immobilier ou les cryptos, pour aussi participer au festin. C'est avec le développement des banques en ligne, y compris des banques usuelles, hein, telles BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, il est devenu très simple d'ouvrir un compte titre, un PEA et acheter des actions. C'est très très simple. Hein. Moi, j'ai ouvert une assurance vie, j'ai ouvert un compte titre en quelques clics de souris. Il n'y a pas besoin d'aller de faire 3 heures de transport, de dormir, voilà, de planter sa tente auprès d'une banque. C'est devenu vraiment très très simple. Aujourd'hui, vous cliquez en 2-3 clics de souris, vous pouvez acheter quasiment des actions, des obligations, des cryptos, de l'or, enfin, vous pouvez quasiment tout faire à portée de souris. Du coup, un exemple, à chaque fois qu'un grand patron tel que Bernard Arnault fera des affaires en investissant dans des actions, vous, en investissant dans des actions telles que LVMH, vous profiterez directement des coups de maître, entre guillemets, hein, de la première fortune de France, sans avoir à faire métro, boulot, dodo, 35 heures par semaine, 220 jours par an et pendant 45 ans. Vous voyez, la finance aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé. Donc, ça, c'est le gros avantage. Il y a un siècle, pour acheter ne serait-ce qu'une action d'une entreprise, il fallait faire, voilà, il fallait carrément planter sa tente devant une banque. Aujourd'hui, à partir de votre compte courant, je dis bien de votre compte courant, d'une grande banque qui a pignon sur rue, hein, Société Générale, BNP, à partir de votre compte courant, vous y allez et de quelques clics de souris, vous pouvez ouvrir un compte titre et commencer à acheter des actions, alors ça peut être LVMH, et investir dans ces actions-là.
et ainsi, quelque part, profiter des stratégies que peut mettre en place un gars comme Bernard Arnault pour vous aussi gagner de l'argent. Autre exemple, il est maintenant possible pour n'importe quel particulier d'ouvrir un compte chez un broker, d'y mettre à peine 5 000 euros et d'investir dans des actifs anti-inflation. On vous parle, ah là là, le gouvernement, il va nous aider, il va faire des chèques anti-inflation. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le gouvernement fasse des chèques ou fasse des chèques contre l'inflation. Vous pouvez, vous, mettre en place des stratégies financières pour acheter du pétrole, du gaz, du blé, du maïs, du cuivre, etc., directement, là encore, sur Internet. Il n'y a pas besoin de faire 3000 km en avion pour investir là-dessus. Voilà, là, je vous donne un exemple. C'est mon portefeuille personnel. Mon portefeuille personnel, alors, j'ai mis 25 000 euros dessus. C'est plus pour bien dormir, on va dire, parce que ça me fait du bien. Voilà, c'est plus pour le moral, on va dire. Mais regardez tout ce que j'ai. Donc, j'ai des obligations indexées à inflation. J'ai des obligations américaines. J'ai du Dow Jones, du Nasdaq, du CAC 40, du Nikkei, de la Chine, des actions chinoises, des actions indiennes, des actions sud-africaines, des actions brésiliennes, rien que pour les actions. Sur les métaux précieux, j'ai de l'argent, du palladium, du platine, de l'or. Sur les matières premières, j'ai du pétrole, du gaz, du cuivre, du maïs, du blé, du cacao. J'ai des cryptos, hein, du Bitcoin, de l'Ethereum, de Bitcoin, du Cardano, de l'EOS. J'ai des dérivés, hein, des puts, hein, des protections, des couvertures contre la baisse des marchés. Et j'ai même du Forex. Hein, j'ai acheté pas mal de devises contre l'euro. Vous voyez tout ce que j'ai, tout ce que j'ai investi. Vous voyez tous les actifs que j'ai investis. Ça ne m'a coûté que, vous voyez, couverture consommée, 2335 euros. Donc, bon 2000. Donc, en gros, avec, allez, 4000 euros, 4000 euros, c'est pas la mort. Hein. 4000 euros, c'est pas, vous voyez, vous êtes loin d'être millionnaire. Hein. Avec 4000 euros, vous pouvez, en quelques clics de souris, sans vous déplacer de chez vous, vous pouvez investir dans quasiment tout ça. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'est l'exemple. C'est vraiment une photo de mon argent personnel. Alors, j'ai mis 25 000 euros parce que, bon, je prévois de faire beaucoup d'autres investissements dans le futur. Mais tous les ordres que j'ai passés actuellement, tout ce qui est dans mon portefeuille ne consomme que 2335 euros. C'est-à-dire qu'avec un peu moins de 3000 euros, en gros, tout le portefeuille que j'ai là, j'aurais quand même pu construire ce portefeuille avec à peine 3000 euros. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour vous protéger contre l'inflation, pour investir. Il n'y a plus, la barrière, c'est plus comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait une vraie barrière au niveau de l'argent. Il y avait une vraie barrière, il n'y avait pas les ETF, il n'y avait pas les produits dérivés, il n'y avait pas tout ça. Il fallait vraiment, pour avoir un portefeuille comme ça, il fallait au minimum 200 ou 300 000 euros. Aujourd'hui, avec 3 4 000 euros, ça suffit. Donc la barrière, aujourd'hui, elle n'est pas tant au niveau du montant d'argent à avoir, mais elle est plus au niveau de la culture financière. Elle est plus au niveau de la culture financière. Et là, en fait, je termine cette vidéo par des conseils pour développer justement votre intelligence financière. Alors, investir est possible sans avoir besoin d'avoir des millions d'euros de patrimoine. Mais vous devez, il y a deux solutions. Soit vous vous formez, et là encore, hein, par rapport à il y a 20 ans, quand je suis rentré dans la vie active, aujourd'hui, il est tellement facile d'avoir accès à de la formation et à de l'information. Vous avez une information gratuite, de qualité, à profusion, gratuite. Il y a ma chaîne, hein, moi j'essaye hein, en toute humilité de vous parler un peu des marchés et tout, mais je ne suis pas le seul. Et je vous montre d'autres youtubeurs qui font de très belles vidéos. Vous avez la chaîne Mind the Cash, vous avez Gatsen Rebel, vous avez Julien Flo de la chaîne Les Graphes, vous avez Charles Sana, Les Greniers de l'écho, vous avez l'Investisseur sans costume, vous avez l'émission C'est Cash, vous avez Grand Angle hein, de Richard Détente, et tout ça c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de ces chaînes et vous allez avoir une masse d'informations qui est énorme, qui est tout simplement énorme et gratuite. Vous avez certes des formations payantes, mais très complètes sur différents thèmes. Vous avez par exemple Yann Darwin et Mehdi Chirac qui ont fait des formations, grosses formations sur l'immobilier.
qui ont fait des gros modules d'information sur l'immobilier, comment trouver ses biens, comment faire des travaux, etc., etc. Vous avez également, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, vous avez Vendeur de vérité aussi, qui fait de très belles formations sur l'immobilier. Pour changer de registre, vous avez Tammy Cabage, qui a fait une école, la TKL, sur le trading, l'investissement, la gestion de finances personnelles, qui a un énorme programme de formation. Alors certes, il faut payer un petit peu, mais vous avez quand même ça à portée de main. Vous avez aussi Green Bull, la société Green Bull, donc qui a été, donc vous avez des associés comme par exemple Jean-Guillaume, comme Yann Darwin aussi, qui dispensent de pas mal de formations en trading, sur l'immobilier, dans les cryptos, dans les finances personnelles. Et sans doute, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, vous avez, grâce à Internet, foison de formations, d'informations. Vous avez des mines d'informations gratuites, vous avez des formations certes payantes, mais complètes. Et enfin, chose qu'il y avait peut-être moins il y a 20 ans, vous avez des cursus universitaires quasi gratuits, complets, en finance, notamment en finance, que vous pouvez suivre en cours du soir. Moi, je vais citer un exemple, le Conservatoire national des arts et métiers. Moi, par exemple, j'ai complété, parce que moi, à la base, je suis ingénieur dans l'informatique. Donc, j'ai complété ma formation par un master complet en finance et actuariat. Alors, ça m'a pris du temps, parce que je faisais ça en cours du soir, entre 2012 et 2019. Ça m'a pris 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que je bossais, je faisais métro boulot dodo comme tout le monde, et le soir, j'allais suivre les cours. En 7 ans, ça m'a coûté 3 500 euros. 3 500 euros pour quasiment 3 000 heures de cours. 1 euro de l'heure. Pourquoi? Parce que c'est public et finalement, c'est le payeur d'impôts qui paye tout ça. Et ça, c'est à votre portée à tous. Bon, moi, je me suis inscrit, je l'ai fait, mais si réellement la finance, le monde de la finance vous intéresse, rien ne vous empêche de suivre des cursus, notamment au CNAM, alors qui est public, hein, que vous pouvez suivre en plus en cours du soir. Alors oui, c'est beaucoup de travail, oui, en plus de votre journée du boulot, vous avez en plus des heures de cours le soir, mais ça ne coûte quasiment rien, niveau financier, ça ne coûte quasiment rien. C'est gratuit et c'est très complet. Et en plus, au CNAM, par rapport aux 2 points au-dessus, vous avez un diplôme. Donc non seulement vous avez une formation qui peut vous permettre de bien investir, mais en plus vous avez un diplôme qui est reconnu par l'État et qui peut vous permettre d'accéder à des postes dans la finance, dans le monde de l'assurance et de la banque. Donc aujourd'hui, en conclusion sur cette première partie, il est très facile de vous former. Franchement, vous n'avez pas d'excuse de dire « Ah, moi je ne sais pas comment ça marche ». Vous avez une mine d'informations gratuite, parfois payante, gratuite, et avec des sources très différentes, publiques ou privées. Donc ça, c'est la première solution. Maintenant, si clairement, ça vous fait chier de vous former dans les métiers de la finance, et ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que moi-même, il y a des domaines où ça me gave. Ça me gave. Bon, par exemple, typiquement, les métiers manuels, j'ai du mal. J'ai essayé pourtant. Mon père, il est très manuel. Mon beau-père, il est très manuel aussi. Je les ai déjà accompagnés dans des chantiers. Au bout d'une heure, j'ai décroché. J'arrive pas voilà, je suis beaucoup plus à l'aise avec des tableurs Excel, à faire des calculs, à suivre les marchés, qu'à prendre une visseuse, à suivre un chantier. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que on peut pas être bon partout. On peut pas tout aimer. C'est pas possible. Donc, si vous êtes un peu dans ma situation, mais côté financier, que la finance, ça vous gave, ça vous saoule de passer des heures à suivre des vidéos YouTube, à vous former, à suivre des cours du soir au CNAM en finance pour vous former, pour investir, ça vous saoule, faites-vous accompagner par un professionnel de l'investissement. Là encore, par rapport à il y a 20 ans, le métier en conseil en investissement, en gestion de patrimoine indépendant, CGPI, c'est énormément professionnalisé. Aujourd'hui, il est possible de se faire accompagner par de réels professionnels de la finance pour un budget quasiment négligeable. Alors certains CIF, conseillers en investissement financier très sérieux, accompagnent des centaines de clients sans aucune prise d'honoraires. Aujourd'hui, vous avez, je répète, vous pouvez vous faire accompagner par des conseillers en gestion de patrimoine sans payer le moindre euro d'honoraires. Parce que ces personnes, en fait, elles ont suffisamment de partenariats, elles ont construit un réseau de partenaires suffisamment dense, suffisamment vaste pour ne pas avoir à demander des honoraires à leurs clients.
Donc là encore, il n'y a même pas de barrière, il y a même pas de barrière à l'entrée au niveau de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'euros pour avoir accès à un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en gestion de fortune. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont proposés, il y a un grand nombre de produits qui sont proposés par des conseillers en gestion de patrimoine, où il suffit d'avoir, là encore, hein, quelques milliers d'euros. Et vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Et deuxième point, ça n'enlève en rien la qualité de l'accompagnement, dans la mesure où ces conseillers, même s'ils vous suivent gratuitement sans prise d'honoraires, sont drastiquement sélectionnés par le passage notamment de certifications sanctionnées, validées par l'autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Donc c'est quand même, voilà, donc aujourd'hui vous avez une manne, quelque part, un réservoir de professionnels de la finance indépendants, donc qui vraiment, qui ne sont pas contraints par une compagnie ou une banque de vendre tel ou tel type de produit, qui sont vraiment indépendants, qui vous prendront quasiment aucun honoraire, voire 0 € d'honoraire, et qui en plus ont été triés sur le volet pour obtenir des certifications validées, enregistrées par la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, un petit peu différente, hein, qui sort un petit peu du cadre, du cadre de mes points de marché que je fais de manière hebdomadaire. Voilà, parce que je suis quand même aujourd'hui, quand même assez inquiet, je ne vous cache pas. Je suis quand même assez inquiet par la tournure que prennent les événements, parce que je sens monter autour de moi une colère, une rengaine, une haine vis-à-vis de la classe dirigeante, qu'elle soit politique ou économique. Hein. Ici, voilà, sur cette chaîne, on est poli et tout, mais j'ai entendu des mots, voire parfois des menaces, des injures vis-à-vis de nos dirigeants qui font très très froid dans le dos. Et moi, je ne veux surtout pas de ça. Personne n'a intérêt, honnêtement, à ce qu'il y ait une explosion sociale. Clairement, ni les dirigeants, bien évidemment, mais même la population, même la classe moyenne n'a pas intérêt à cela. Et pour ça, il faut que tout le monde fasse un effort. Les dirigeants doivent clairement redescendre de leur nuage et réellement vivre, partager la vie au quotidien et pas que durant les campagnes électorales avec les Français. Voilà, moi j'avais entendu, je crois, par exemple, je crois que c'était Gérard Darmanin qui disait « Oh là là, les restos à Paris, oui, je comprends, c'est cher, 200 € le plat, c'est cher. » Bon, voyez, voilà, ça c'est un exemple, voilà, qui montre finalement une certaine déconnexion de nos élites par rapport à la classe moyenne. Donc nos élites, nos dirigeants doivent faire un effort pour se mettre au niveau du peuple qu'ils sont censés représenter. Et nous autres, les classes moyennes, classes populaires, les cadres, les ouvriers, vous devez faire un effort pour vous former ou pour vous faire accompagner, l'un ou l'autre, afin de développer ce que j'appelle une intelligence financière, une sensibilité pour gagner de l'argent. Le système, il est là, et il a des avantages, c'est que vous pouvez prendre le train en marche. Il est tout à fait possible de prendre le train en marche. Aujourd'hui, grâce à la démocratisation, vous pouvez. Alors évidemment, dans les gros médias, à la télévision, que vous voyez, hein, les grosses chaînes, c'est sûr qu'on ne va pas vous parler d'éducation financière. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, justement, dans les chaînes YouTube, vous avez une masse d'informations, soit pour vous former, vous, financièrement, et prendre en main votre gestion personnelle, soit vous faire accompagner par des conseillers en gestion de patrimoine qui pourront réellement changer votre vie, votre vie financière et votre rapport à l'argent. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'étais vraiment content de partager cette vidéo avec vous. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, de vos proches. Bonnes élections, en tout cas. Et j'espère, moi, vous retrouver bientôt pour un prochain point de marché. Et voilà, en tout cas, faites attention. Voilà, la situation, elle est compliquée, mais voilà, elle n'est pas encore irréversible. On peut se prendre en main sans avoir à attendre des politiques, des dirigeants qu'ils fassent quelque chose pour nous. Voilà, écoutez,
En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau point. À bientôt tout le monde.